bonsoir, donc bienvenue pour cette dernière session avec Alexandre Castan. Ce soir, on va être assez rock, je crois. On va aborder l'art post-rock, l'art et la musique. Voilà, et puis aussi vous annoncer effectivement le concert aussi qui va vraiment clore ce cycle le 25 avril au Cargo. Donc on vous convie à venir écouter un groupe qui s'appelle Peste Moderne, composé de Joël Hubaut, qui est un artiste plasticien bien ancré ici, et Emmanuel Hubaut, son fils, et un jeune groupe, le groupe Sœur, un groupe aussi composé d'anciens étudiants des Beaux-Arts. Donc voilà, ce sera une entrée libre, ce sera à 20h30, entrée à partir de 20h. Et voilà, on pourra véritablement voir comment se concrétisent ces rapports entre l'art et la musique. Voilà, je te laisse passer avec l'exercice. Donc, bonjour à toutes et tous et merci de votre présence. Donc, c'est la quatrième séance la quatrième séance de ce cycle, des rapports entre art plastique et musique. C'est la quatrième et dernière séance et je tenais avant toute chose à vous remercier très chaleureusement de votre présence. Régulière et fidèle pour un certain nombre. Donc merci de votre écoute, là le terme est tout à fait approprié. Régulière et attentive autour de ce sujet pendant ces quatre temps de travail finalement, parce que c'est une recherche sur un sujet de prospective aussi. Puisque c'est la dernière séance, il me faut aussi remercier les institutions qui ont permis tout cela. Je vais être bref, mais il faut le faire parce que sans ces institutions, cela n'aurait pas été possible. Alors il y a le FRAC, bien sûr, avec Sylvie Frou, Anne Cartel, Audrey Gaudin, Sarah. Il y a l'École des Beaux-Arts, avec son directeur Arnaud Stinès, Julie Lenné et la très compétente et disponible équipe de l'Auditorium. Merci à vous. L'Artothèque avec Patrick Roussel et le Cargo, donc, où il y aura ce concert donc, le 25 avril des Pestes modernes en la personne de son directeur Jean-Marie Potier. Voilà, donc nous sommes au terme maintenant de nos rencontres où rappelons qu'il fut d'abord question du son dans l'histoire de l'art, puis des rapports au son de la photographie et du cinéma, c'était la deuxième séance. Ensuite, il fut question d'un petit panorama des pratiques artistiques plasticiennes exploitant le son. C'était bref, mais ça montrait en tout cas les potentialités de ce sujet. Notre cycle se termine avec une question qui finalement a été posée par toutes nos rencontres. Comment figurer le son? Quel emploi du son, quel emploi plastique du son un artiste peut-il avoir? Et l'un de ces emplois, donc, indubitablement, consiste à le présenter à travers la musique, à travers les musiques. Ce sera donc notre conclusion en forme d'ouverture, évidemment, de ce soir, les relations entre musique et art. Une précision toutefois, pour l'essentiel, il s'agira de traiter de l'importance de la musique pour les plasticiens, mais parfois il sera aussi question de la visualité de la musique et de l'importance de l'image pour les musiciens. Là, je dirais que par définition, on est au cœur de terrain mouvant. Vous savez que j'avais expliqué dès le départ que c'était aussi pour un chercheur, pour un essayiste, c'était un enjeu d'essayer de trouver une méthode de travail rigoureuse à partir de sujets particulièrement entrecroisés. Là, nous serons, je dirais, au cœur de l'entrecroisement et d'une certaine façon, parfois même dans le nœud du problème. Quoi qu'il en soit, dès la peinture classique, le thème musical est régulièrement étudié et illustré. Les instruments de musique, si fréquents dans les représentations d'ateliers de peintres du XVIIe siècle, ne sont pas de simples accessoires. Là, je cite Ildiko Humber dans son livre « La musique dans la peinture ». Mais ces instruments, qui sont représentés donc, au XVIIe siècle, possèdent une signification symbolique profonde. Ils sont les véhicules de l'inspiration artistique. Leur présence dans l'atelier, leur présence musicale dans l'atelier, leur présence figurée dans l'atelier, tend également à montrer que la peinture s'est détachée de l'ensemble des métiers pour se classer au rang des arts présupposant l'inspiration divine.
c'était donc à l'âge classique extrêmement important. Parmi les arts qui relevaient de l'inspiration divine, il y avait la musique comme la poésie, bien sûr, la poésie en premier lieu. Et de ce point de vue, les arts plastiques, en s'approchant de cette expérience musicale, essayaient de toucher au divin, pourrait-on dire. À travers donc des personnages qui écoutent ou qui connaissent une sensation de plaisir ou de déplaisir en écoutant, en chantant, en criant. Donc, souvenez-vous, si je puis me permettre, j'ai développé la thématique du cri dès notre première rencontre. Donc, à travers la mise en scène d'éléments sonores et musicaux dans la peinture, non seulement le thème de la musique et du son va migrer dans le champ des arts plastiques, mais aussi, avec la modernité, il va se doubler d'une interrogation sur le pictural au regard du musical. Alors, je commencerai par un aspect plastique très frappant, si l'on veut, c'est qu'il existe une part éminemment visuelle de la musique, et vous allez voir comment elle permet des allers-retours extrêmement féconds, et cette part extraordinairement visuelle et plastique de la musique, c'est la partition. Selon Murray Schaeffer, qui est à la fois compositeur, musicologue, c'est le créateur du concept de paysage sonore, il existe dans le cadre de la notation 3 systèmes graphiques de représentation qui pourraient correspondre finalement à des images sonores qui ne seraient plus de simples métaphores, mais qui seraient concrètement des images sonores. C'est l'acoustique, par lequel les propriétés mécaniques, physiques des sons seront avec précision transcrites sur le papier. C'est ensuite la phonétique, et enfin la notation musicale. Alors, avant d'aboutir à la pochette de disque sur laquelle je reviendrai amplement aujourd'hui, avant que des expériences scénographiques entre son et lumière ne voient le jour et se démultiplient, les rencontres circonstanciées entre peintres, sculpteurs, photographes ou vidéastes et musiciens commencent avec la notation musicale et la partition. Alors, Pierre Boulez, grand compositeur, musicien, chef d'orchestre, musicologue, a écrit un très beau livre sur Paul Klee qui s'intitule « Le pays fertile ». Et voilà ce qu'il écrit, je le cite. « Pour le musicien, il y a un rapport très dangereux, sinon subtil, entre l'œil et l'oreille. Je ne parle pas de l'œil en tant qu'inspiration, mais de l'œil qui regarde la partition en train de se réaliser. Une partition est faite aussi pour être lue, et le compositeur lui-même, quand il l'écrit, l'entend intérieurement et la lit en même temps, et parfois, il a tendance à se laisser happer par des problèmes graphiques. Il pourra être attiré par une très belle disposition de la transcription visuelle, par son intérêt esthétique. Et on a vu beaucoup de compositeurs se laisser séduire par cet aspect extérieur de la partition. On peut, même chez Bach, rencontrer certains dispositifs qui sont autant optiques qu'auditifs. Et je dirais que dans certains canons, il y a presque plus de nourriture pour l'œil que pour l'oreille. Donc vous voyez à quel point le système visuel deviendrait presque la logique de la pratique compositionnelle. Alors, approche performative de la relation entre l'écriture et la création musicale, dont la part oculaire de la partition serait la dépositaire. Quant au musicien et compositeur Karlheinz Stockhausen, il défend l'autonomie plastique de cette phase du travail. Je cite Stockhausen, un article qu'il donnait au Monde le 9 août 2005. Dès mes débuts de compositeur, j'ai réalisé que la précision du dessin était essentielle pour une exécution sans faute de la musique. Je me suis attelé à cette tâche pour chacune des 330 œuvres créées à ce jour. Que restera-t-il de moi à la fin de cette vie? Avant tout des partitions. Elles doivent donc être, sur le plan graphique, aussi limpides et belles que possible. Dès lors, ces propositions graphiques peuvent être exposées. En 1993, la galerie Lara Vinci présentait à Paris Salon de musique, suite de printemps, où des partitions et des notations de musiciens, artistes et poètes, de John Cage à Henri Chopin, d'Esther Ferrer à Robert Filiou, de Joël Hubaut à Milan Knisak, de Paul Panussen à précisément Stockhausen, étaient exposées pour leur potentialité iconique. En effet, la notation musicale est devenue un secteur d'intervention plastique privilégié, en même temps que l'écriture musicale classique volait en éclats et nécessitait finalement de nouveaux modes de représentation. Pour dire les choses simplement,
nouvelle musique, nouvelle sonorité, donc inévitablement nouveau système de codification à inventer pour les noter. Donc d'une certaine manière, l'inventivité formelle de la partition est forcément ce qui découle, et dans certains cas, comme on l'a vu, ce qui peut amorcer, mais en tout cas de nouvelles compositions et de nouvelles créations sonores. Alors c'est ce que dit Jean-Yves Bosseur dans le sonore et le visuel. C'est notamment le cas des partitions graphiques de John Cage, de Earl Brown, de Christian Wolff. Le musicien est confronté à une écriture où ne se retrouve plus aucun signe conventionnel, et qui dès lors se relève aussi appréhendable comme une expérience visuelle. Alors, cette convergence entre le phénomène sonore et la nature spatiale de sa représentation va se retrouver dans Volumina de Ligeti, partition pour orgue, donc je vais projeter un moment de partition de Ligeti. Ce sont des partitions pour orgue ou des clusters, littéralement des notes agglomérées, des grappes de sons, représentent donc des masses noires plus ou moins épaisses. C'est donc une tentative de fusion du concept de temps dans l'espace, de la page et des signes, à travers une notation qui livre une idée d'image en liaison avec la peinture. Alors François Sabatier, dans son livre Miroir de la musique et ses correspondances avec la littérature et les beaux-arts, décrit ainsi le procédé de Ligeti. Ligeti indique que le principe de notation de ses œuvres, encore une fois, vous avez une image à l'écran, le principe de notation de ses œuvres lui vient d'un tableau exécuté par Paul Klee. Compte tenu dans beaucoup de cas d'un système contenu de clusters en mouvement, en mouvance, se posait évidemment le problème de la durée et des repères temporels. En observant donc une suite de surfaces disposées en faisceaux aux contours variables et rythmés par des longues verticales, le compositeur hongrois s'est donc ingénié à transposer dans un graphisme adéquat l'idée déjà musicale de l'artiste. Mais si une partition peut être aussi donnée à voir, est-il imaginable de lui substituer dès lors une œuvre plastique? C'est ce que fait Cathy Berberian dans Stripsody en 1966. C'est un collage d'onomatopées de bande dessinée américaine qui conduit le peintre Eugenio Carmi à dessiner des formes abstraites à partir de ces chants, tandis que réflexivement, Cathy Berberian trouve des solutions sonores à sa recherche graphique. Un autre exemple, Projection, en 1968, de Francis Miroglio. C'est une œuvre musicale réalisée d'après et avec une projection de peinture de Miro. Lors de son interprétation, la silhouette des musiciens se découpait parfois sur l'écran où étaient projetées les peintures qui les inspiraient, développant ainsi une forme d'interactivité. Alors, dans le domaine des musiques improvisées et transversales, il existe un compositeur dont j'ai du mal à évaluer la connaissance de son œuvre, c'est Cornelius Cardew. Alors, deux mots sur Cornelius Cardew. Il est né en 1936, il est mort en 1981. C'est un compositeur britannique donc, qui a passionné des musiciens d'avant-garde comme Brian Eno, par exemple. Et il a inventé pour ses compositions musicales des systèmes de partition construits sur l'aléatoire, l'improvisation, la liberté de l'interprète. Et ce musicien a donc une fortune considérable dans fortune critique, hein, une postérité considérable dans le domaine des musiques expérimentales. Donc, dans une de ses œuvres les plus importantes, Tréatise, en 1963-1967, Cardew donc, va réaliser une partition graphique de 193 pages qui va consister en un enchevêtrement de lignes, de formes et de symboles à la signification indéterminée. Et cette partition contribuait à remettre en cause les pratiques de la composition, donner une immense liberté à l'interprète. J'ai pour ma part vu une interprétation de cette pièce dans un centre d'art contemporain à Brétigny, en banlieue parisienne. C'était extrêmement émouvant. C'était
des étudiants d'école d'art, notamment l'école des beaux-arts de Valence, étaient associés à ce projet. Et donc, à travers tout un ensemble d'objets extrêmement hétéroclites qui allaient de la perceuse jusqu'aux percussions, en passant par le bruit du dentifrice qui amplifié et coulant sur une brosse à dents fait effectivement du bruit. Donc à partir tout un ensemble de bruits extrêmement hétéroclites, hétérogènes, construisait un univers sonore d'une liberté absolue. Voilà, Cornelius Cardew. Une œuvre vraiment à découvrir, aussi bien dans le domaine de la musique contemporaine qu'également dans la performance. Et alors, on peut penser également à un autre musicien, toujours dans ce domaine de la musique expérimentale, c'est Fred Frith, donc initiateur du groupe Enrico. Ce musicien a participé aux travaux de Robert Wyatt, de Brian Eno, des Residents ou de John Zorn. Et il entrecroise dans une œuvre personnelle hors norme les influences musicales et sonores venus d'horizons expérimentaux différents. Alors, en 1994, lors du festival de jazz Banlieue Bleue, Fred Frith faisait une pièce qui s'intitulait Graphic Scores, un concert dont la partition était composée de photographies. Les images importaient toutes sortes de parts de hasard et d'aléatoire dans une structure musicale préalablement déterminée. Alors, ça aussi, c'est important à comprendre, c'est-à-dire dans ces musiques improvisées qui vont prendre des supports visuels pour point de départ, ou bien on va se retrouver dans des musiques qui, à leur façon, sont des musiques savantes et qui vont participer d'une partition extrêmement complexe et sophistiquée, ce qui est le cas de Cardew, avec une partition de 193 pages. Ou bien ce sont des musiques de type improvisé. Et la musique improvisée, comme vous le savez, c'est une musique qui, dans son ensemble, est une musique qui laisse effectivement une très grande liberté à l'événement, au présent, à l'instantané, à l'immédiateté, mais qui est, dans la plupart des cas, construite à partir d'un cadre préétabli. C'est-à-dire il y a une structure de départ, et à partir de là, justement, tout peut se déconstruire ou se réinventer. Alors évidemment, dans ce type de procédé, on arrive je dirais, au statut ultime, qui est la proposition d'un plasticien dont on a beaucoup parlé au fil de nos rencontres, c'est Christian Marclay. Je crois que j'en ai parlé à peu près à tous les moments de nos séances, qui à plusieurs moments a fait des partitions. Donc il a fait une première partition en 1996 qui s'appelait Graffiti Composition. Alors cette fois-ci, il affichait du papier à musique vierge dans les rues de Berlin. Et il attendait les conséquences qu'avaient sur ces partitions vierges, alors à la fois les conséquences des intempéries, la pluie, la saleté, enfin toute forme de conséquences des quatre éléments, bon, et également l'usage qu'en avait le public. L'usage du public pouvait être des graffitis, comme son nom l'indique, et pour les donner ensuite à l'interprétation musicale. Et ensuite, il a composé ce que vous voyez ici, c'est-à-dire Ephemera, a musical score. Alors cette fois-ci, c'est une partition musicale constituée de notations décoratives, prélevées dans différentes publicités, illustrations, documents, et qui a été en particulier interprétée en 2010 au Whitney Museum of American Art, notamment par John Zorn et Sylvie Courvoisier, Ikumori et Marc Nosseff. Donc à chaque fois, un élément d'improvisation, forcément, totalement subjectif, joué dans le direct du génie musical, mais, et ça, si vous connaissez un peu l'œuvre de John Zorn, structuré à partir de codes préétablis initialement. Et puis nous arrivons à une autre proposition, cette fois-ci, où la partition, elle existe d'une certaine manière pour des raisons plastiques, explorées par des plasticiens. Parce qu'évidemment, avec ce type de déplacement, tous les possibles artistiques et plasticiens sont possibles. Et par exemple, dans 88 constellations de Régnier Léricollet en 2010, nous avons affaire donc à une partition expérimentale et plastique pour orgue de barbarie,
qui reproduit sur carton perforé les 88 constellations et leurs étoiles. Alors, dans le même esprit, nous avons également Suzanne Phillips, qui, d'une certaine façon, expose des partitions, mais alors cette fois-ci dans un cadre un petit peu plus narratif. Suzanne Phillips, j'en ai parlé la fois dernière, autour de la voix. C'est une artiste qui a un travail extrêmement subtil autour, un peu comme Christine Oppenheim, c'est un travail extrêmement subtil sur le caractère évanescent de la voix. Et donc, Suzanne Phillips, donc, dans l'œuvre utilisée Part File Score en 2014, évoque la vie et l'œuvre du compositeur de musique de film Hans Eisler. Il s'agit d'un musicien donc, qui fut d'abord exilé aux États-Unis pour avoir fui le nazisme, mais ensuite, aux États-Unis, il fut accusé d'activité pro-communiste et il dut retourner à Berlin en 1948. Et donc, les partitions du musicien dans l'exposition sont associées au rapport du FBI le concernant. Donc, nous avons un projet qui dépasse largement le caractère musical, mais qui garde le support de la partition, en tout cas, comme élément dramaturgique, narratif. Donc, comme vous le voyez, de très nombreux exemples. La partition, car elle est elle-même transfert de signes, se prête ainsi souvent à ce jeu de réappropriation, de citation et de relecture. Alors, autre élément auquel on pense très vite après la partition, c'est bien sûr l'instrument de musique. Alors, l'instrument de musique, on va le faire fonctionner en deux temps. D'abord parce que figurer la musique dans la peinture classique ou moderne, mais aussi au cinéma, invite à repérer des formes qui la connotent systématiquement. C'est-à-dire que dès lors que vous voyez un piano ou dès lors que vous voyez une guitare, violoncelle, d'emblée, la musique est suggérée, pour ainsi dire. Les instruments de musique appartiennent à ce vocabulaire. La traduction de l'image en son qu'ils produisent est-elle une connexion dynamique immédiate. Par exemple, voilà ce que cela donne, par exemple, d'un point de vue cinématographique, il y a un cinéaste qui a beaucoup filmé la musique, avec énormément d'intérêt, de soin, de hasard, c'est Jean-Luc Godard. Alors, prenons un film comme Prénom Carmen, dans lequel, par moments, interviennent des quatuors à cordes de Beethoven. On voit explicitement les musiciens interpréter ces quatuors à cordes. Donc les reprises et les ruptures et les reprises narratives qu'opèrent les quatuors à cordes de Beethoven et l'interprétation des musiciens devant leur partition, pour Godard, ça crée un sens très particulier. Et ce sens, c'est ce que j'appellerais le noyau dur des relations transesthétiques, transsémiologiques. La conception de Godard, c'est que le cinéma, c'est bien sûr l'image, mais aussi le son et le texte. Ça, il en a fait un véritable manifeste génial qui est Histoire du cinéma. Histoire du cinéma, c'est des images, du son et du texte. D'ailleurs, ça a été publié dans les trois cadres. Ça a été édité d'abord en VHS et puis en DVD. Ensuite, ça a été publié par le prestigieux label de jazz contemporain ECM, Manfred Eicher, donc uniquement la bande-son. Et ensuite, ça a été publié chez Gallimard, où les textes ont été mis en page. Pour Godard, c'est ce tissu de signes, constamment il revient sur cette idée, le cinéma, c'est cet interlac de signes, bien. Cet entrelacement de signes. Et ça fonctionne, justement, le cinéma, c'est l'embrasement de ces signes, en fait. C'est l'incandescence de ces signes. Alors, du coup, filmer une représentation musicale à l'écran, ça nous projette dans ce rapport direct entre non seulement la partition traduite en musique, puisqu'un musicien devant sa partition, il traduit des signes sur la page en sonorité, et ensuite le cinéaste, il rajoute un élément supplémentaire d'hyperlangage, si l'on veut, qui est l'image. Donc on a trois niveaux. Alors ça, c'est intéressant quand même de se référer à un philosophe américain, Nelson Goodman, ses langages de l'art, et à la lecture qu'en a faite un
un esthéticien français, Bernard Vouilloux, dans son livre Langage de l'art et relations transesthétiques, parce qu'ils définissent, j'aime beaucoup ces nuances, donc ils font la différence, Vouilloux fait la différence à partir de Goodman, mais entre les langages intersémiotiques, donc intersémiotique ce serait entre les signes, et entre les signes ça serait un projet comparatiste. Bon. Et les relations transesthétiques. Alors les relations transesthétiques, c'est les relations entre les arts, mais selon Vouilloux-Goodman, ça se joue à deux niveaux. Vous avez les relations transesthétiques externes et internes. Vous allez voir, c'est passionnant. Quand les relations transesthétiques sont externes, en fait, il s'agit à ce moment-là du passage d'un art à un autre. Par exemple, de la musique à la peinture. Ou bien, toujours dans le cadre des relations transesthétiques externes, d'un médium à l'autre dans une même discipline. Par exemple, la 5e symphonie de Beethoven, vous l'avez en partition, et ensuite elle est interprétée. On est toujours dans l'externe, parce que si vous regardez la partition, ce sont des éléments écrits, des signes sur une page. En revanche, si vous l'écoutez sur France Musique, cette fois interprété, cette fois-ci, c'est le son qui vous vient à l'esprit. Quant aux relations transesthétiques internes, c'est le passage d'une œuvre relevant d'un système symbolique et d'un médium précis à une autre œuvre relevant des mêmes propriétés symboliques et médiatiques. Prenons un exemple, le mythe d'Orphée. Si vous allez le lire chez Victor Segalen dans la version qu'il en fait dans Un monde sonore, et puis ensuite si vous allez le lire dans les poèmes de Cocteau. C'est toujours Orphée, d'un côté donc dans les deux cas c'est dans la poésie, dans les deux cas c'est dans la littérature, mais évidemment il y a un transfert, on est là dans la variante interne des langages transesthétiques. Alors, d'une certaine manière, Jean-Luc Godard, à l'instar des histoires du cinéma, il aime passionnément jouer sur ces transferts et sur ces translations. Et interpréter la musique à l'écran, comme ça, peut-être y penserez-vous la prochaine fois, peut-être le saviez-vous déjà, certainement, mais autrement peut-être y penserez-vous des musiciens qui interprètent devant une partition, dans un film, une composition musicale, immédiatement nous projette dans ce voyage, dans les signes et leur utopie. Et puis d'ailleurs, parfois, c'est fait avec beaucoup d'humour. C'est fait avec beaucoup d'humour, et ça continue à être troublant, y compris quand c'est fait avec beaucoup d'humour. Alors, s'il y a vraiment un film dans lequel, ou des films, ou de très nombreux films dans lesquels c'est fait avec beaucoup d'humour, évidemment, c'est avec les Marx Brothers, et c'est quand Chico joue du piano. À peu près dans tous les Marx Brothers, vous avez Chico qui va jouer une pièce musicale improvisante, constamment. Mais ce qui est frappant, c'est que, moi ça ne manque pas de le remarquer, c'est que systématiquement il a son public, et que parfois le public, il regarde Chico, mais parfois il nous regarde aussi. C'est-à-dire que vous avez une espèce de vertigineuse mise en abîme du principe de spectacle, avec le musicien regardé par un public, tandis que nous regardons le musicien et que par moments le public nous regarde. Donc tout ce jeu de miroir nous renvoie à ce rapport finalement d'échange et d'interrelation entre les signes. Expérience cinématographique et musicale en abîme et vertigineuse qui produit une métaphore en série du spectacle et de sa perception. Alors, puisque nous traitons du piano, la présence régulière du piano, ou différemment de la figure du pianiste au cinéma, alors de l'accompagnement musical du premier âge à des films récents, je pense à films de Michael Haneke ou de Roman Polanski. La figure du pianiste ou l'élément du piano met en scène, symbolise et produit l'allégorie ou détourne la dynamique de cet entrelac de rencontre entre l'image et la musique. Le piano en figure l'exploration, son volume, les infinies possibilités des interrogations ontologiques. Tout ça évidemment fait référence à la séance que nous avons consacrée au son au cinéma. Du visuel au musical et au sonore, ces passages organiques, structurels, s'exercent souvent dans les arts plastiques à travers la figure du piano également, parce que dans les arts plastiques, nous avons souvent aussi des pianos.
C'est le cas par exemple dans Plight de Joseph Beuys. Je crois que je l'ai déjà présenté peut-être à 2 reprises, donc je ne reviendrai pas sur mon commentaire, surtout que le temps passe. Mais également chez des artistes contemporains, comme True Van Tan, avec Arirang Partition. Elle invente une espèce de sculpture qui fait référence à une chanson populaire et lyrique en Corée. Donc des instruments de musique qui finalement, je vous avais dit que sur l'instrument de musique je ferai les choses un peu en 2 temps, des instruments de musique qui finalement ont une valeur symbolique, métaphorique ou de relation très, très féconde entre l'image et la musique. Pour autant, le contraire est également vrai, c'est-à-dire que on ne peut se contenter de cette fusion, de cette idée de fusion idéale entre l'art et le piano. Il y a aussi souvent la notion de destruction qui finalement motive les plasticiens lorsqu'ils s'approchent de l'instrument de musique. Et parfois c'est saisissant, car les instruments de musique transférés dans le champ des avant-gardes artistiques sont dotés d'une force incroyablement subversive qui, le plus souvent, s'applique à leurs dépens. Et ça commence d'ailleurs assez vite. Si l'on songe au piano surmonté d'Anne More et à ses séminaristes ligotés qui, dans Un chant d'Alou de Louise Buñuel en 1929, associent le monde onirique le plus fantasmagorique à une critique des pouvoirs établis. Alors, le groupe Fluxus, également, dans la décennie 1960, explorera fondamentalement cette rhétorique de la destruction de l'instrument pour réinventer la musique. Ainsi, pour Fluxus, l'instrument de musique transformé, détourné, instituera une nouvelle relation critique à l'espace, tout à la fois appréhendée comme lieu d'écriture et lieu social de l'artiste. Sublimé, détruit, l'instrument porteur de la tradition musicale et son renouvellement sera sacrifié par les musiciens lorsqu'il s'agira de réinventer la musique. David Zerbib, dans un article d'Art Press intitulé « L'instrumentation du monde », écrit de manière assez juste: il n'y a pas de transformation moderne de la musique sans métamorphose de l'instrument. Et d'une certaine manière, c'est aussi dans cette ressource que les arts plastiques vont puiser. Alors, je crois que je vous l'avais déjà montré, Philip Corner's Piano Activities, en 1962, ne fait que peu de cas d'un piano. C'est Georges Massionas, Dick Higgins, Wolf Vostell, Benjamin Patterson et Emmett Williams, donc, qui sont en pleine performance de destruction, mais on le retrouvera de la même façon, encore une fois, Christian Marclay, aussi bien dans Guitar Drag, dont je vous avais montré un extrait, qui est une destruction méthodique d'une guitare en liaison avec un meurtre raciste aux États-Unis dont elle est la métaphore, mais il n'en demeure pas moins que l'instrument est également passé à tabac. Bon. Et également, donc, dans cette pièce Up and Out, toujours de Christian Marclay, puisque il prend un film d'Antonioni, Blow Up, un film de Brian De Palma, Blow Out, qui en est la relecture. Blow Up, c'est un scénario merveilleux que vous connaissez autour de la photographie. Blow Out en est la traduction autour du son. Et il va faire une installation où il va projeter sur les images de Blow Up la bande-son de Blow Out. Et évidemment, Blow Up est connu par cette scène mythique où le groupe rock des années 70, les Yardbirds, ayant des problèmes d'amplificateur sur scène, vont le régler de la seule façon possible, puisque le son grésille ne marche pas, c'est-à-dire en détruisant leur instrument et notamment une guitare. Donc tout cela organise un vocabulaire critique du monde qui perpétue également cette fascination plastique ambiguë exercée par les instruments de musique sur les arts plastiques. Alors, l'autre élément qui est très important dans notre histoire, c'est le disque vinyle. À lui seul, objet sonore visuel par excellence, le disque vinyle est le symbole d'une histoire plastique de la musique. Il traverse les âges électriques et se réactive sans fin. Sa fabrication procède des machines et son produit, synthèse des arts sonores, ouvrira forcément sur une utopie. Support d'enregistrement et de diffusion, le disque vinyle se donne à penser comme un objet sonore de synthèse que par ailleurs accompagne le tourne-disque.
Alors, je vais faire 2 citations. La première, elle est de Laszlo Moholy-Nagy. Le phonographe est un outil précieux pour la musique future, à condition de ne pas s'en servir uniquement pour la reproduction d'œuvres enregistrées. Ça, je crois que c'est vraiment visionnaire comme préconisation. Et donc, Emma Lavigne, pour sa part, elle fait un petit inventaire, justement, rapide, que je cite dans un livre intitulé Electric Body, le corps en scène. Elle écrit l'histoire des détournements dont allait faire l'objet tourne-disque, vinyle et autres ready-made sonores commencés. En 1936, Varese réalise ses premières expérimentations, suivies par Cage en 1939 avec Imaginary Landscape numéro 1, concerto pour 2 tourne-disques, puis Imaginary Landscape numéro 5 pour 42 disques. En 1991, Christian Marclay met en scène 100 platines dans une performance symphonique au cours de laquelle 4 DJ, chefs d'orchestre, manipulent des centaines de disques comme autant de sons produits par des musiciens absents. Donc dès lors, disque vinyle, phonographe, tourne-disque sont empreints d'une telle charge sonore métaphorique qu'il suffit de les voir, même dans un seul silence, pour peut-être imaginer le son. Et c'est la conception qu'en aura Milan Knižák avec ses Broken Music, pièces faites à partir de disques manipulés, tantôt visuellement, tantôt acoustiquement. Alors voilà ce qu'il dit, comment il commente son travail à Jean-Yves Bosseur. Et vous songez au disque comme à une chose sur laquelle ou à l'intérieur de laquelle il y a eu de la musique. Même si elle n'est pas présente, même si vous ne pouvez pas la jouer, vous montrez des disques qui sont complètement impossibles à jouer, et même si vous ne les jouez pas, la musique est là. C'est de cette façon que je l'aime. Vous regardez la musique, vous ne l'entendez pas. Vous la regardez et vous l'avez, vous le savez, c'est merveilleux. Alors, Milan Knižák est lié au mouvement Fluxus et il va créer ses Broken Music dans les années 1970 en manipulant des disques visuellement ou d'un point de vue sonore, en les rayant, les cassant, en jouant sur leurs variations de vitesse. Temps immédiat et continu de l'enregistrement et de l'écoute virtuelle, réservoir de mémoire, le disque devient le lieu de sa représentation temporelle, le temps du regard imagine la durée musicale figurée. Alors, or, si le disque vinyle traverse d'abord l'histoire des avant-gardes artistiques et musicales, il devient vite un objet de recherche visuelle et plastique à part entière, pour notamment l'espace iconique offert par sa pochette aux liaisons avec le son. Il y a alors de multiples entrées qu'il faut distinguer les unes des autres. Alors ça, c'est... Il faudrait que je sois très bref sur le sujet, mais c'est quand même important. Donc ça fait un certain nombre de temps que j'explore le domaine du son dans l'art contemporain. Et je me souviens des années 2000 où vraiment ce sujet a connu un essor particulièrement important. Certaines galeries se consacrant à ce type de production des artistes sonores et butant sur un problème qui continue à être une réalité d'ailleurs, qui est finalement sa relation au marché. Parce qu'en termes de réalité du marché de l'art et de réalité matérielle, les ondes sonores sont difficilement objectivables. Et donc ensuite, pour intégrer le marché de l'art, alors, ce sont souvent des artistes, du reste, qui ont une production de vidéastes ou de sculpteurs, parce que le son en tant que tel est parfois complexe, enfin c'est extrêmement immatériel. Et la pochette de disque et la création plasticienne autour justement de ce rapport iconicité de la pochette et puis ensuite document sonore qui sera à l'intérieur, production sonore qui est à l'intérieur, permet une entrée. Et je me souviens, puisque je fais référence aux années 2000, c'est là où apparaissait pour la première fois à la foire de Bâle un stand de rayons de disques d'artistes, voilà, qui deviennent de fait une espèce de tirage limité et aussi de collections compréhensibles et commercialisables pour le marché de l'art.
il y a différentes entrées donc, quand on étudie ces relations entre le disque et l'art. La première, et c'est de celle dont on parle finalement, il y en a un certain nombre. Il y avait une grande exposition à la Maison Rouge il y a quelques années sur justement un collectionneur de disques. Et on voyait tout ce qu'il avait en particulier au niveau du point de vue des disques d'artistes. Alors Jean Dubuffet, Dieter Roth, Arnold Freiner, Joseph Beuys, Yves Klein ou Sarkis ont fait des disques d'artistes. Donc ça c'est une première, je dirais première famille. On a ensuite une deuxième famille qui serait des pochettes de disques originales et inventives de musiciens d'avant-garde liés au mouvement rock ou post-rock, mais qui font eux-mêmes leur pochette. C'est-à-dire qu'ils sont également impliqués dans la création de la pochette. Alors là, je vais prendre un exemple lié. Lié à Caen. C'est le cas d'un groupe de musique expérimentale composé donc de Jean-Luc André, Jean-Philippe Fay et Sylvie Martineau, qui sont des anciens étudiants de l'École des Beaux-Arts de Caen, et qui donc ont depuis la fin des années 70, je pense, à peu près, une production musicale de très grande qualité, enfin expérimentale, régulièrement accompagnée de CD qui sont à chaque fois réinventés du point de vue de l'objet. Alors, donc l'un des membres du groupe, Jean-Luc André, m'a donné l'ensemble, enfin, elles ne sont peut-être pas toutes, mais l'ensemble des pochettes qu'ils ont réalisées. Donc, je vous les montre rapidement. Donc, évidemment, étant eux-mêmes artistes, je dirais, de formation initiale, bon, ils ont une certaine appétence pour créer leur propre pochette de disques. Et donc on se retrouve dans ce cas particulier où le musicien expérimentateur est lui-même plasticien et se permet donc de tout concevoir. Alors, par ailleurs, bon, je passe un peu vite, mais bon, cela c'est aussi agréable et intéressant dans l'École des Beaux-Arts de Caen, où ils furent jadis étudiants, de citer ce travail, qui nous ramène également à notre créateur de l'école, c'est Thierry Vède, et ses éditions Cactus, qui ici a publié un de leurs disques, la conférence Maracayas. Voilà. Cette démarche, elle est évidemment assez atypique, mais on la trouve de manière assez marginale dans des groupes, toujours donc liés à ce qu'on pourrait appeler le post-rock, comme les Residents ou les Talking Heads. Les Talking Heads, David Byrne est quelqu'un qui initialement vient des Beaux-Arts, hein, et qui apporte un soin très particulier à la création de ces pochettes qu'il va jusqu'à réaliser, en tout cas que les Talking Heads pouvaient aller jusqu'à réaliser. Alors maintenant, je vais faire une petite parenthèse, c'est-à-dire que les exemples que je vais donner relèvent de ce que l'on pourrait appeler le post-rock. Alors je vais vous définir dans un petit moment ce que j'entends par le post-rock, mais post, alors P-E-O-S-T, trait d'union rock, bon, je vais le définir dans un petit moment. Alors je vais juste justifier, parce qu'après tout, on aurait pu aussi faire des entrées dans ce sujet par le biais du jazz contemporain. Le label ECM dont je parlais tout à l'heure de Manfred Eicher, c'est une politique de pochette de disques qui est d'une splendeur absolue. Ou également la musique contemporaine, évidemment. On pourrait trouver des relations très passionnantes de Xenakis, qui était architecte avec les arts plastiques. Bon, j'ai choisi le post-rock pour 3 raisons. D'abord parce que la génération d'artistes dont je vais parler
en devant accélérer un petit peu, la génération d'artistes est plutôt liée à cette mouvance. C'est une question, là, pour le coup, générationnelle. Ensuite, cela va me... et puis ensuite, c'est une introduction à ce qui sera finalement la clôture de ce cycle, c'est-à-dire le concert de Joël et Emmanuel Hubaut, donc au Cargo le 25 avril, donc autour des pièces modernes. Et là, on est dans quelque chose qui relève également, une expérience qui relève également me semble-t-il en tout cas, d'une post-histoire du rock. Voilà. Donc, disons que ça trouve une logique, à la fois, ça permet d'avoir une logique dans les artistes dont je vais vous parler aujourd'hui, et par ailleurs, de faire un trait d'union et un passage de relais à ce qui sera la clôture de ce cycle autour du concert de Joël Hubaut, mais également du groupe Sœur, puisque je crois que c'est une soirée en 2 temps. Voilà, c'est un petit point de méthodologie pour expliquer pourquoi effectivement je vais puiser maintenant dans des exemples qui sont liés au rock. Bon, on peut faire encore une fois le jazz ou la musique contemporaine. Oui, parce que la troisième catégorie, donc après les disques d'artistes et après les artistes, alors ça c'est plus restreint, mais les musiciens qui sont également plasticiens, qui ont vraiment les deux activités, pourrait-on dire, et qui donc, d'ailleurs les Residents vont faire une grande exposition au Transpalette à Bourges. C'est un véritable événement que la venue de certains musiciens des Residents. Donc voilà, c'est un cas quand même assez marginal, mais bon, il fallait le citer. Et ensuite, nous avons quand même le cas le plus fréquent, c'est-à-dire des musiciens qui, pour des raisons d'affinité élective, s'associent à des artistes. Voilà, alors évidemment, le plus célèbre d'entre tous, c'est Andy Warhol et le Velvet Underground, et Nico en 1967, bon, bien sûr, le pop art, bon. Mais vous avez un certain nombre d'exemples du même type. Hein. Vous avez Bert et Ibla Becher, hein, qui font la page intérieure de Kraftwerk, musique électronique, en 1970. Ralph Gibson, qui est un photographe très important américain, hein, qui est vraiment à l'initiative avec Larry Clark d'une écriture extrêmement c'est du pré-Nan Goldin, si on veut. Et Ralph Gibson, son livre Le somnambuliste est une pure splendeur, et il fait la photographie intérieure d'un album mythique, il faut dire qu'ils en ont fait peu, hélas, de Joy Division, Unknown Pleasures, en 1979. Vous retrouvez également dans ce panorama Robert Longo pour The Ascension de Glenn Branca, Glenn Branca qui était un musicien qui dès les années 70 a conçu des installations pour guitare électrique aux limites de l'audible. Et puis, on pourrait trouver d'autres exemples, notamment autour de Art and Language, hein, notamment dans toute leur collaboration avec The Red Crayola, aussi bien dans Kangourou en 1981 et dans Black Snakes en 1983. Et puis, peut-être les plus célèbres dans le registre, c'est Sonic Youth. Sonic Youth, qui travaille aussi bien avec Raymond Petitbon que Mike Kelly pour Dirty en 1992, ou encore avec Richard Prince pour Sonic Nurse en 2004. Donc, une véritable cartographie de cette thématique à laquelle j'associerai, encore une fois, c'est la moindre des choses,
Les Tétines Noires, donc, qui était le groupe d'Emmanuel Hubot et qui, avec cet album 12 Têtes Mortes, un album, je pense, du milieu des années 90, si ma mémoire est bonne, à l'intérieur, donc c'est un coffret, à l'intérieur, on a un ensemble d'œuvres que vous pouvez d'ailleurs découvrir, peut-être pourriez vous amuser à les découvrir. Donc de la première à la dernière, c'est successivement Made in Eric, Michel Journiac, John Giorno, Eric Dietman, Aurel, Ben, Hermann Nietzsche, Jean-Luc André, Joël Hubot, Daniel Spoeri, Orlan et Fabrice Hibert. Voilà. Donc c'est vraiment, je dirais, la quintessence d'une rencontre entre art contemporain et rock très déterminé. Alors, ensuite, et au-delà du caractère poétique de ces collaborations concrètes entre musiciens et artistes qui s'entre-nourrissent pour porter bien au-delà de leurs frontières réciproques ce qui fait une aventure commune, il y a, indépendamment du musical, l'exploitation plastique des potentialités conceptuelles du disque vinyle. Alors, on va retrouver cela évidemment chez Fluxus. John Cage fera des installations avec des disques vinyles. Et on va retrouver cela chez une artiste passionnante qui est Georgina Starr. C'est une artiste britannique des années 90 qui, en fait, c'est une artiste britannique des années 90 qui, en fait, va utiliser le son comme un appareil photographique. C'est-à-dire qu'elle va tenir avec des sons qu'elle va enregistrer d'abord de manière analogique, avec un petit magnétophone, ensuite de manière numérique. Et elle va avoir un journal quotidien créé avec des sons. Et ensuite, elle va créer à l'unité un disque pour ces sons, pour ce son. Et la pochette sera à chaque fois une aventure plastique différente. Cette pochette, elle pourra être dessinée, coloriée, peinte, détournée, manipulée, découpée, photographiée, pliée, dépliée, annotée, typographiée, perforée. À chaque fois, elle est inventée pour accompagner ce son qui peut être une discussion, une parole, un bruit qu'elle a saisi. Et cette approche finalement autobiographique du son est quelque chose de bouleversant. Alors, j'avais un petit peu parlé de cet aspect autour de la nécrophonie et des rapports entre photographie et phonographie. Cette part extrêmement intime du son qui ferait que finalement nous aurions une relation au son qui pourrait être effectivement de l'ordre photographique, a fait d'ailleurs que, bon, puisque le FRAC a eu la gentillesse de mettre à l'accueil mes livres, j'ai fait un livre intitulé Journal audiobiographique. Et dans la notion de journal audiobiographique, il y avait véritablement cette idée que l'autobiographie pouvait être aussi un lieu de mémoire sonore. Et Georgina Starr, cette mémoire sonore, elle l'expérimente avec des vinyles, et probablement que la pièce la plus incroyable qu'elle a faite, c'est une pièce qui s'intitule Top 40, dans les années 80, quand elle va quitter sa maison familiale, quelque chose d'assez terrible qui va se passer. Donc elle a une collection de disques de 45 tours qu'elle adore, qui sont les 45 tours britanniques des années 80. Il y a les Buggles et Adam and the Ants, des choses très différentes, qui doivent peut-être vous dire quelque chose à certains d'entre vous. Et donc elle est londonienne, elle quitte sa maison familiale, le petit pavillon, pour aller faire les beaux-arts, et ses parents, ils vont prendre les 40, puisque après coup, on s'aperçoit qu'il y en avait 40, elle prend 40-45 tours, ils vont tout brûler dans le jardin. C'est absolument incompréhensible. Enfin, je ne vois même pas pourquoi ils ont fait ça. Certainement, il y a d'autres éléments extra-musicaux qui doivent rentrer en jeu. Et quoi qu'il en soit, elle a vécu cela comme un déchirement, ce qu'on peut tout à fait comprendre, et elle a créé une installation qui s'appelle Top 40 on Fire, qui est en fait la reconstitution de ces 47 tours
qu'elle fait passer en même temps. C'est-à-dire, elle transfère la notion d'embrasement de musique en flamme, elle la transfère dans un volume sonore. C'est une idée très belle, mais qui montre aussi l'impact, la charge autobiographique, et j'ai presque envie de dire mémorielle et charnelle, dont elle irrigue le disque vinyle. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas du tout dans l'anecdote, en fait. On est dans quelque chose qui, d'une certaine manière, est aussi à penser, pour certains artistes, comme, pour dire les choses simplement, comme une photographie. Le rapport photographie-phonographie explique, je pense, cela. Et je voulais également parler de quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. En fait, il y avait, il y a 2-3 ans, un très bel article dans Le Monde d'Aureliano Tonnet. Alors, il avait relevé dans les disques et les CD, les disques vinyles, il avait relevé ceux qui, bizarrement, avaient une sculpture en pochette. Ça, c'est une très belle idée. C'est une très belle idée. Alors, l'article s'intitule Statut de son. Et donc, il fait le répertoire. Alors, j'ai essayé de récupérer l'ensemble des disques dont il parle. C'est très différent, hein. Ça va du rap jusqu'à Arcade Fire, que vous voyez. Un petit peu plus bas, il y a également Joy Division. Bon, il y a une musique avec laquelle chacun d'entre vous est plus ou moins familier en fonction de vos goûts. Et c'est frappant. Il y a beaucoup d'œuvres avec des sculptures. Alors, il s'arrête dans le recensement. Alors, moi, après vraiment avoir salué cette très belle idée, moi, j'ai essayé d'y trouver une raison. Comment pourrait-on l'interpréter? C'est une interprétation un peu crépusculaire, mais bon, vous avez vu que je peux être assez familier avec les interprétations un peu crépusculaires. On peut voir effectivement alors, ce type de statue comme une espèce on y verra selon l'état d'esprit du moment, si je peux dire, la sépulture du disque vinyle et son tombeau magnifique, ou inversement, une tension entre l'analogique, l'empreinte du statuaire, parce que la statue, c'est l'empreinte, et le numérique. La sculpture nous renvoie à la printe. Il y a tout un livre de Didier Huberman sur ce sujet. Bon. Et face à cela, il y a le numérique, c'est-à-dire la dématérialisation du son. Donc là, il y a un rapport de tension qui est très intéressant. Et donc, quoi qu'il en soit, pour penser cette présence étonnante de la sculpture sur des disques, il faut en revenir à une histoire des relations entre les arts. Et sur l'un d'eux, vous retrouvez, c'est une pochette d'un musicien électronique, elle est en haut à droite, le Laocoon, dont j'avais parlé dès le premier cours, comme justement ce symbole des relations entre les arts. Le temps passe beaucoup trop vite. Je dois hélas... Oui. Quelle était tout de même l'idée de post-rock? Bon. Le post-rock, en fait, c'est un mouvement musical. Hein. Donc, il y a des exégètes de l'histoire du rock, ce que je ne suis pas du tout. Mais il y a donc, en l'occurrence, c'est Simon Reynolds dans The Wire qui a écrit un article qui s'intitulait Post-rock en 1994. Et le post-rock est défini comme ça, c'est un sous-genre musical du rock à tendance expérimentale et qui intègre des caractéristiques inspirées du rock alternatif, de l'art rock et de la musique électronique. Bon. Donc moi, je ne vais pas l'employer dans ce sens-là. Donc pas dans le sens historiographique que peuvent lui donner les exégètes du rock, mais dans celui d'une vision conceptualisée qui peut être celle d'artistes et de musiciens qui, sans pour autant s'affranchir d'une approche littérale du rock, jouent avec ces codes, les manipulent à différents niveaux de lecture, que ce soit des niveaux savants, postmodernes, kitsch, les mettent en parodiques, les mettent en perspective dans l'histoire ou les transfèrent dans différents médiums, dessin, peinture, photographie, vidéo. Et cette approche transesthétique
et philosophique des artistes déconstruit les nombreuses questions posées par le rock dès son apparition au début des années 50. Alors des questions que l'on connaît, hein, sur la question du corps, de la présence au monde, de la sexualité, de la rébellion, de la mélancolie, qui sont autant de termes qui traversent ces propositions d'un genre musical ainsi mis en image, ouvert et poreux, perméable à tous les débats, à toutes les histoires, à toutes les expériences, car il en est précisément la synthèse et la fièvre. Il me faut hélas conclure, parce que j'ai prévu un texte un petit peu trop long. Donc je vais conclure dans ces conditions en me référant aux images que j'ai amenées, et qui renvoient justement à cette dimension post-rock qu'on peut essayer de comprendre. Alors là, il s'agit en l'occurrence de Christian Marclay, qui dans Body Mix prend différentes pochettes vinyles et fait une espèce de montage, de collage, et un autre personnage. Donc, on peut s'amuser à reconnaître tel ou tel chanteur. Il y a toute une série. Il prend des vinyles et reconstruit un corps. Mais j'ai déjà longuement parlé du corps belmérien, en référence à Hans Belmer, l'artiste surréaliste qui torturait le corps d'une poupée en référence à une déconstruction du langage. Il y a véritablement de cela dans l'œuvre de Christian Marclay. Mais une artiste comme Meredith Sparks va également jouer à travers des griffures, des raclages, des découpages, des lacérations, de toute une plasticité rock qu'elle va finalement transférer dans une œuvre plastique. Puis là, le collage assez étonnant en volume des pochettes de disques de Roxy Music première époque. Alors, à cela, on pourrait évidemment rajouter les tableaux sérigraphiés d'Andy Warhol et les portraits de rockstars qu'il avait lui-même faits et qui sont aujourd'hui prolongés par Reniel Ricollet, Meredith Sparks ou Douglas Gordon, qui a fait une très belle pièce intitulée Self-Portrait of You and Me, David Bowie, où il est en David Bowie. Et puis également, bien sûr, les instruments de musique du rock que l'on retrouve travaillés par Jérôme Poré, Joël Hubaut, bien sûr, ou le performeur, également musicien, Joris van de Mortel. Afin de ne pas être dans des propositions qui pourraient être trop fastidieuses, je voudrais m'arrêter sur deux pièces et en donner une analyse un petit peu plus circonstanciée. Donc, Power Chords en 2005 de Saadan Afif. Donc là, je dirais que la sculpture est limpide, hein, si je puis dire, enfin, sans équivoque dans sa relation au post-rock, j'y tiens. Saadan Afif conçoit une impressionnante installation de 11 guitares électriques et amplificateurs, où ces instruments, pilotés par un ordinateur, jouent seuls les accords inspirés d'un article de Patrick Hölderlin, paru dans Rock & Folk, sur le minimalisme des chansons rock. En même temps, cette installation est inscrite, en citant pour cela le bâton chromatique d'André Cadéré, dans une réflexion sur les combinatoires, les séquences, l'allusion et la référence, la couleur. La stylistique des chansons est importante pour Saadan Afif, qui, entre autres, a produit Lyrics en 2005 au Palais de Tokyo. Format post-rock qui mêle la culture populaire à l'exploration de l'espace, l'invisibilité sonore à un certain environnement sensoriel, la transposition et l'imitation des signes à l'éphémère énigme des sons. La clairière de guitare électrique de Power Chords relaie ce monde où les sons réverbérés, liquides ou aériens, distordus, modulent l'espace dans une absence de corps qui fait étrangement écho et déception aux mythologies incarnées du rock. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est ce caractère déceptif. Je crois qu'il y a quelque chose à chercher de cet ordre-là. Si le concert rock, par définition, c'est une relation charnelle, fusionnelle, incarnée à la scène, et là nous sommes dans une espèce de minimalisme et de vide, et cette mélancolie elle est troublante, et c'est avec cette pièce que je conclurai parce qu'elle en est finalement la quintessence. C'est une pièce de Christophe Buchel qui s'intitule Minus,
Moi, je l'avais vue pour la première fois, elle est de 2002. Je l'avais vue au Centre Pompidou en 2005, lors d'une exposition de Christine Massel qui s'intitulait Dionysiaque. En fait, c'est important de décrire le dispositif parce que il y avait une file d'attente, si je puis dire. On rentrait en fait dans une chambre froide, vous voyez, telle qu'elle peut exister, pour garder tel qu'il existe des chambres froides, mais une vraie chambre froide. Tout était congelé à l'intérieur. Donc on rentrait par 2 ou 3, en petits groupes. On rentrait dans cette pièce, et là on assistait donc à finalement les éléments, les rebuts d'un concert de rock. Donc c'était une structure musicale totalement élémentaire, batterie, guitare basse, guitare, jonché par terre le sol était jonché de canettes de bière, des affiches un peu déchirées, si bien qu'on ne savait pas de quel groupe il s'agissait. Et tout cela était congelé, figé dans le temps. Donc, dans cette installation, il s'agit de rebuts congelés, d'un concert de rock dont je viens de vous décrire les éléments, réalisé peu de temps avant cette exposition. Donc le spectateur entre dans une chambre froide et voit pris, figé, congelé dans des blocs de glace transparents d'où il émerge ces instruments de musique anesthésiés, immobiles et bruts, comme apparaissant par strates translucides. Alors ce travail met en scène, dans un mélange de littéralité et de pertinence dû aux matériaux de la glace, l'une des essences du rock. Être autant une affaire de présent, d'énergie vive, physique, de tension, de transe. Alors là, évidemment, on peut repenser à la vidéo Rock My Religion de Dan Graham, dont on a également bien parlé, et qui montrait cette importance de la transe, de l'énergie, de la physicalité rock, ainsi qu'une figure, et c'est là où je voulais en arriver, une figure de l'anamnèse. L'anamnèse, vous savez, c'est cette figure rhétorique, biblique aussi d'ailleurs, mais rhétorique surtout, et plus particulièrement littéraire, qui est en fait le retour du passé dans le présent, mais en tant que présent. Le contexte de l'anamnèse, c'est évidemment c'est Proust avec la Madeleine, hein, et tout d'un coup, à la faveur d'un goût, tout son passé lui revient, mais il lui revient en tant que présent. Où c'est également la magnifique métaphore de Chris Marker dans La Jetée, ce voyage dans le temps, mais qui revient également aux portes du présent. Et il y a cette figure de l'anamnèse dans le temps révolu de cette musique, en général connue dans des années de jeunesse, et qui constamment reviennent à la fois congelées dans le temps, prises dans un bloc glaciaire du temps, mais en même temps toujours prêt à être réactivé. En cela, Minus, de Christophe Buchel, est une pièce importante de notre sujet. Voilà, donc on aurait pu développer d'autres thématiques qui montrent tout autant l'importance de ce sujet. Ça passerait d'ailleurs par la question des labels, entre musique expérimentale et art contemporain. Il y en a de nombreux. Il y a ceux de Thierry Vede, ici même, hein, les éditions Cactus, mais j'avais parlé avec Anne, je crois, d'Arnaud Maguet, les disques en rotin réunis. Enfin bon, on a un certain nombre d'artistes ou plasticiens qui ont des labels de musique expérimentale. Bon, véritablement. Bon, de point de vue-là, il y a quand même un précurseur, c'est John Giorno, hein, qui avait véritablement fait son Giorno Poetry System, actif de 1965 à 1980. Bon, il y a une véritable tradition. Et puis, il y a cette figure aussi très troublante, très présente du fan. La question du fan est expérimentée par beaucoup d'artistes, à la fois dans des films, à travers des photographies. C'est le cas de Jérémy Deller et Nick Abrahams qui ont fait le film The Posters Came from the Walls, qui présente les fans dans le monde entier du groupe Depeche Mode. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une dessinatrice, Nina Antico, qui a expérimenté la figure du fan. Mais elle est plus complexe qu'il n'y paraît, cette question du fan, parce que finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un portrait générationnel de l'artiste contemporain en fan, car la position actuelle affichée par de nombreux artistes contemporains, entre celle de l'artiste, du musicien et du fan, qui approcherait le rock entre fétiche et expérimentation,
est quant à elle assez singulière et peut-être plus généralement, elle nous donne à penser quelque chose d'une époque en mutation, en mouvement, et au-delà de cette prise sur un temps révolu et réactivé, il y a quelque chose qui nous instruit de notre, peut-être de notre monde. Je laisse cela à votre réflexion. Voilà, donc le cycle s'achève. Certes, d'autres approches auraient été possibles que celle du post-rock pour conclure, mais je crois qu'il y avait quand même un relais à faire aussi avec la dernière soirée. Du point de vue historique en particulier, et du reste, comme je l'ai déjà dit lors de notre précédente soirée, les avant-gardes musicales ont souvent été liées aux objets ou à des situations plastiques, artistiques, visuelles. Nous avions parlé des appareils bruiteurs de Luigi Russolo. Il me semble avoir également évoqué cette pièce extraordinaire, les quatuors à cordes de Stockhausen, pour hélicoptère. Vous savez, cette pièce qui commence, le quatuor de Stockhausen commence quand les hélicoptères s'envolent et il se termine quand à nouveau les hélicoptères atterrissent. Et dans chaque hélicoptère, il y a un des membres du quatuor à cordes pour hélicoptère. Bon, évidemment, nous avions évoqué Kurt Schwitters, la merveilleuse Charlotte Morman, violoncelliste et performeuse, la Monte-Young et Marianne Zazela, et la symphonie monotone de Yves Klein. Il faut penser que l'inventivité plastique, c'est aussi jouer dans la formidable liberté compositionnelle des musiciens. L'un est allé avec l'autre. Et finalement, ce sont deux libertés qui se sont constamment entrenourries, liberté des avant-gardes musicales et liberté des avant-gardes artistiques. Voilà, donc encore une fois, merci. Le cycle s'achève sur le post-rock, mais bientôt, il continue en live avec Joël Hubaut. Merci à vous.